Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la structure et les propriétés de la matière, dans laquelle je vais parler des solides moléculaires. Les solides peuvent être décomposés en deux familles. Tout d'abord donc les solides cristallins qui vont être donc composés d'un arrangement régulier de ses constituants. Par exemple, le sel de cuisine est un solide cristallin ou le diamant qui est constitué de carbone et qui a un arrangement régulier d'atomes de carbone. L'autre grande famille de solides sera donc les solides amorphes qui eux par contre n'ont pas d'organisation régulière, les constituants sont accrochés de manière désordonnée les uns aux autres. Les exemples sont par exemple le verre qui est un matériau amorphe et par exemple le néoprène qui est un élastomère utilisé notamment pour des mousses de protection. Je vais m'intéresser uniquement aux solides cristallins qui peuvent être donc répartis en quatre familles. Donc les solides ioniques qui vont être constitués donc d'un arrangement périodique d'ions. Par exemple, le sel de cuisine donc constitué de chlorure de sodium est constitué d'ions Na+ et Cl-. Autre type de solides cristallins, donc les solides covalents qui eux vont être constitués d'un arrangement périodique d'atomes qui ne sont pas des métaux. Par exemple, donc, le diamant, constitué d'atomes de carbone, donc, qui n'est pas considéré comme un atome métallique. Ensuite, donc, les solides moléculaires, eux, qui donc, vont être un arrangement périodique de molécules, comme par exemple donc, le sucre, ici donc, le saccharose, qui est donc constitué de molécules C12H22O11. Et enfin, les solides métalliques, qui sont donc un arrangement périodique d'atomes de métaux, comme par exemple l'or. Les solides métalliques sont à différencier des solides covalents, car en fait, ils possèdent donc des électrons qui sont non localisés autour des atomes, qui sont donc répartis dans l'ensemble du solide, et qui leur donnent des propriétés électriques et thermiques particulières, donc notamment de conductivité. Je vais maintenant m'intéresser uniquement aux solides moléculaires en prenant comme exemple donc la glace qui est donc une structure cristalline constituée de molécules d'eau. Donc mes molécules d'eau ont l'allure suivante, donc un atome d'oxygène avec deux atomes d'hydrogène. Ici donc c'est une molécule qui est donc comme elle est neutre électriquement. Et elle se répartit sous forme d'une maille hexagonale, c'est-à-dire que mes molécules d'eau ont une répartition suivante dans la glace, donc c'est un type de glace, qu'il en existe différents types, et donc on constate dans cette représentation, donc ici les hexagones sont ici, donc les molécules d'eau s'orientent et se placent de telle manière à former donc un hexagone qui donc a une structure régulière dans l'espace, donc c'est une structure cristalline. Donc on a des plans de glace comme ça, de molécules d'eau, qui forment donc un solide qui est la glace. La question est pourquoi est-ce que les molécules d'eau s'orientent de cette manière, alors que la charge électrique ici est nulle, donc on ne peut pas faire appel à l'interaction électrostatique. En fait, c'est lié à la présence dans la molécule d'eau de liaisons que l'on appelle des liaisons hydrogènes, donc qui ont lieu ici entre un oxygène ici et un hydrogène, qui sont représentés en pointillés. Donc si on regarde dans la structure ici de la glace, on voit que l'orientation des molécules et les liaisons sont toutes de cette nature-là. Il y a toujours un hydrogène dans l'axe avec un oxygène, et c'est ce qui donne donc ici la cohésion de la glace. Donc c'est ce que l'on appelle des liaisons hydrogènes. Une liaison hydrogène est définie comme étant donc une interaction attractive qui va s'établir entre un atome d'hydrogène, ce dernier devant être lié à un atome A très électronégatif, et un atome B qui lui aussi doit être très électronégatif et porteur d'un doublet non liant. Donc on va la représenter par un trait en pointillé donc entre les deux atomes qui interviennent dans la liaison, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène et l'atome B. Donc on a ici donc une molécule qui contient donc une liaison AH avec donc un delta- sur A et un delta+ sur H. Et la présence donc d'un atome B qui peut être isolé ou qui intervient dans une autre molécule avec un doublet non liant va donner la formation d'une liaison hydrogène ici entre donc cet hydrogène et l'atome B. Donc quelques précisions, donc les liaisons hydrogènes peuvent être des liaisons qui sont soit intermoléculaires, c'est-à-dire entre deux molécules, ou alors intramoléculaires, c'est-à-dire à l'intérieur même d'une molécule.
Ensuite, les atomes qui interviennent en général A et B sont souvent le fluor, l'oxygène et l'azote, qui sont donc les atomes qui ont une très grande électronégativité, et ce sont souvent donc ceux qui se trouvent sur la deuxième ligne du tableau périodique. Ensuite, les liaisons hydrogènes sont des liaisons d'intensité intermédiaire, donc elles sont d'intensité plus faible que les interactions électrostatiques. Leur énergie est de l'ordre de 10 kJ par mol, ce qui explique que donc, les températures de fusion de solides moléculaires avec liaison hydrogène seront plus faibles que pour les solides ioniques. Donc je vais présenter un deuxième exemple de solide moléculaire avec le cas du diode. Donc le diode a une structure cristalline, donc constituée de deux atomes d'iode, donc de molécules de diode I2, qui est lui, comme c'est une molécule qui est donc neutre, et comme les deux atomes sont identiques, la molécule est apolaire. Donc le diode possède une maille cubique à face centrée, donc qui a une maille conventionnelle comme représenté ici. Alors, comment expliquer donc cette fois la cohésion de ce solide, sachant que comme ce sont des molécules donc neutres, il n'y a pas d'interaction électrostatique, et comme ici il n'y a pas d'électronégativité, ou que les deux atomes sont identiques, il n'y a pas de différence d'électronégativité, qu'il n'y a pas d'hydrogène, il ne peut pas y avoir de liaison hydrogène. Donc cette fois, la cohésion donc, de ce solide moléculaire va être expliquée par la présence d'interactions de Van der Waals qui vont avoir lieu entre les différentes molécules du solide. Les interactions de Van der Waals ont été nommées en l'honneur du physicien hollandais Johannes Van der Waals, qui en 1873 a décrit un gaz réel. Avant, on utilisait le modèle de ce qu'on appelle le gaz parfait, où il n'y avait pas d'interaction entre les constituants du gaz. Donc, il a introduit une interaction attractive entre les différentes particules de gaz, et donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les interactions de Van der Waals. Les interactions de Van der Waals sont définies comme étant des interactions attractives de faible intensité. Donc l'ordre de grandeur d'énergie de ces intensités de 1 kJ par mol. Donc on voit qu'elles sont 10 fois moins intenses que les liaisons hydrogène et 100 fois moins intenses que l'interaction électrostatique. Et elles s'établissent entre deux entités neutres, atomes ou molécules. Donc elles peuvent avoir lieu entre deux molécules polaires. Dans ce cas-là, on parle d'interaction de qui somme. Elles peuvent avoir lieu entre une molécule polaire et une molécule apolaire. On parle d'interaction de Debye. Et elles peuvent également avoir lieu entre deux molécules apolaires. Dans ce cas-là, on parle d'interaction de London. D'où le nom d'interaction. C'est pour ça qu'on dit les interactions de Van der Waals, parce qu'en fait, il y a trois types d'interactions qui sont comprises dans cette dénomination. Je vais donc maintenant définir plus précisément ce qu'est un solide moléculaire. Donc un solide moléculaire va posséder une structure cristalline qui sera un arrangement périodique de molécules. La cohésion de ce solide sera assurée par la présence d'interactions de Van der Waals et la présence de liaisons hydrogène. Ces interactions sont moins intenses que l'interaction électrostatique. Ça va avoir un effet sur les températures de changement d'état, donc température de fusion ou de solidification, qui seront plus basses